Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode ce matin. On va parler juridique puisque je reçois Sabine Villermoz, avocate qui intervient particulièrement auprès des artisans. Salut Sabine. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir ce matin puisqu'on va parler d'un sujet qui justement, comme pour moi ou pour certains artisans, peut paraître plutôt lointain et assez complexe. C'est les aspects juridiques liés au métier du bâtiment, au métier de l'artisan. Et du coup, on va creuser ça ensemble. Mais tout d'abord, je vais te demander un peu de mettre du contexte à tout ça. J'ai dit que tu étais avocate particulièrement auprès des artisans. Tu vas te présenter qui es-tu, ton activité et quel lien justement tu entretiens avec le BTP. Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis Sabine Villarno, je suis avocate au barreau de Sens et en fait, j'ai fait le choix de m'adresser particulièrement aux artisans parce que c'est un milieu que je connais, parce que j'ai des parents qui étaient entrepreneurs, parce qu'ils ont fait les 15 dernières années de leur vie dans le BTP en réalité. Et parce que j'estime qu'en fait, les artisans, c'est eux qui sont c'est eux qui font le quotidien en fait de tout le monde, très clairement, et Ok, y compris surtout dans les campagnes. Voilà. ouais. Parce que toi, tu étais d'un milieu un peu plus rural, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, j'habite dans Lyon et effectivement, on est au milieu des champs. C'est petit, mais c'est très très bien. Et on se rend vite compte qu'en fait, on est au milieu c'est principalement des artisans, tous autant qu'ils sont. Donc, Ouais. je pense que c'est bien d'être à leur côté aussi. Ouais, t'es dans un écosystème plutôt lié au métier manuel du coup de l'artisanat et du coup c'est ça qui t'a un peu orienté vers ça et particulièrement du coup avec les artisans de la construction du bâtiment et des travaux publics que tu vas côtoyer et notamment sur ces aspects juridiques qu'on va avancer. C'était quoi les premiers artisans que tu as pu accompagner? C'est quoi le type de métier dans le bâtiment, les artisans auxquels tu as affaire toi dans ton activité? Ah, c'est double. C'est soit vraiment des artisans pieds d'immeuble, donc plutôt des coiffeurs et compagnie. Mhm. Soit ça va être des artisans effectivement du BTP et à ce moment-là, la plupart du temps, on est dans plombier, électricien, menuisier. Voilà, en gros, Ouais, c'est ces métiers-là. ok. Ok, très clair. Bon, là, on va aborder maintenant qu'on a un peu de contexte le sujet qui nous rassemble ce matin. C'est l'aspect juridique, les aspects contractuels, les choses qu'il faut surveiller et aussi connaître quand on est artisan dans le bâtiment. C'est pour toi, tu vois, on va mettre les pieds dans le plat directement. Quelles sont les clauses contractuelles peu connues? Tu vois, si tu avais des clauses à annoncer dès le début de cet épisode pour les artisans qui vont écouter, quelles sont les clauses qu'il faut à tout prix surveiller quand tu es une entreprise justement de la construction du bâtiment? Alors en fait, ce qu'il faut se rendre, dans la plupart du temps, moi ce que je vois, c'est que on a des artisans qui soit n'ont pas de conditions générales de vente, soit en ont, mais parce qu'ils les ont fait d'eux-mêmes. Et résultat des courses, en fait, tout n'est pas forcément pris dedans. Et notamment, en fait, c'est tous les aspects qui sont liés au droit de la consommation. C'est vraiment méconnu et c'est dommage parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être assez énormes. Oui, Et sachant que, en fait, tout ce qui est tous les métiers qui sont liés à la rénovation thermique du logement, à l'habitation, eh ben, en fait, c'est un secteur qui est particulièrement sous surveillance de la Direction générale de la répression des fraudes. oui, Voilà, donc DGCCRF. Donc c'est dommage de passer à côté de certaines clauses et notamment tout ce qui est lié au droit de la consommation. Voilà, il y a une méconnaissance sur le système et il y a d'autant plus, je pense, une méconnaissance sur le système que aujourd'hui, quasiment tout le monde passe par des logiciels de facturation ou d'établissement des devis. Et oui. en fait, potentiellement, on ne remplit pas toutes les cases que nous propose le logiciel. Et Mhm. résultat des courses, on se retrouve à pas remplir nos obligations. Ouais. Il y a cette partie-là qui est pas forcément
Bah, connu, quand tu démarres aussi ton activité, parce que tu démarres, ton activité pour aller sur les chantiers principalement et cette partie justement juridique auquel il faut faire super attention au début et même, continuellement dans sa vie d'entreprise puisque c'est quand même, des enjeux qui sont comme tu as dit assez, conséquents au cas où il y a un manquement. C'est des choses qu'il faut, valider en amont avec, des personnes, susceptibles de t'aider parce que du coup, comme tu dis là, s'il faut moi demain je démarre mon entreprise, je prends mon logiciel de facturation, comptabilité et devis et il va man vu que je suis pas au courant de certaines choses, je vais avancer tranquillement jusqu'au jour où j'ai un problème et le problème, il va me coûter cher si j'ai pas fait ces travaux en amont, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, le problème là auquel je pense, c'est les logiciels de facturation. Je sais pas comment, si tu sais comment ça marche, mais en fait, il faut le configurer ton logiciel de facturation. Tu Mmh coches mh. en disant, voilà, je veux que ceci, cela apparaisse sur mon devis. Et en fait, bah, des fois, si tu coches pas, bah, tu te retrouves à pas mettre des informations qui sont obligatoires. Et ça, Ouais, c'est dommage parce que bah, tout ce qui est information précontractuelle d'information, en tout cas tout ce qui rentre dans ce cadre-là, très clairement, en fait, ça peut amener à une amende, s'il y a un contrôle de la DGCCRF, qui peut aller de 3 000 à 15 000 euros, suivant si tu es ouais. entrepreneur individuel ou si tu es en société. Donc ça fait mal, en fait. C'est pas Ouais, c'est neutre. clair. C'est pas neutre, ça vient direct impacter financièrement chaque entreprise et puis, bah, au début de son activité ou même, quand tu es bien établi, ça fait toujours mal de prendre une amende, de ce type-là. Surtout que, bah, c'est un peu sur la question que j'allais, embrayer, c'est quoi les impacts, tu vois? Les différents impacts, ça peut être financier, ça peut être aussi au niveau de l'aspect, activité, tu vois? Ça peut mettre, carrément en péril, ton activité, ce genre Bah, ça peut de mettre en manquement. péril ton activité, bah, il y a un impact financier, c'est clair, parce que si tu te prends une amende, voilà. Mais il y a d'autres impacts potentiels, notamment dans les obligations qu'ont les artisans. Tu as l'obligation d'indiquer un délai d'exécution. Donc, une date approximative ou un délai dans lequel tu vas intervenir pour réaliser le chantier. Il y a encore des gens, des artisans, qui ne précisent pas ce délai dans leur devis. D'accord? OK, Ça, c'est une faute. OK? Il OK. faut savoir que s'il n'y a rien indiqué, en fait, l'artisan, il est censé réaliser son chantier sous 30 jours. Moi, je connais OK, pas un artisan donc qui réalise un chantier sous 30 jours, hein. Mais ouais, n'empêche que, et si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas mis ce délai et que le ouais, client, en fait, te dit, ben non, mais en fait, moi, t'es pas intervenu, là, je te donne 8 jours supplémentaires pour intervenir, si tu n'interviens pas, ça s'arrête. Ben, effectivement, si le délai complémentaire a été donné et il n'est pas respecté, le client peut annuler purement et simplement la prestation. Et à ce ouais, moment-là, l'artisan, il va avoir l'obligation de rembourser toutes les sommes qu'il a perçues sous 14 jours. ouais, Et s'il ne le fait pas, on va aller encore plus loin, hein. S'il ne le fait pas, en fait, les sommes qu'il doit, elles vont être majorées. Et elles vont être majorées, c'est un truc, c'est un système progressif. Jusqu'à 14 jours, ça va être 10%. Après, tu passes à 20%. Et après, tu passes à 50%. Donc, ça fait ouais, mal. ouais. Ça, Tu arrives ça, vraiment sur des impacts, pour une petite c'est comme on dit, hein, c'est souvent la petite ligne qui fait la différence, mais la petite ligne qui te dit que tu interviens sous X jours, si elle est pas mise, là, tu arrives sur des enjeux qui sont énormes. Après, à la chance aussi des artisans, c'est que peut-être que la personne en face n'a pas aussi cette information, mais dans le cas où, l'information est connue, ça peut c'est ça peut vite se exactement retourner, ça. Et il faut pas. Autant, je sais pas, je pense qu'il y a 10 ans de ça, effectivement, tu aurais pu te dire que les gens n'avaient pas l'information. Autant aujourd'hui, moi je le vois, les gens deviennent de plus en plus procéduriers. Et le contexte économique fait que les relations financières sont tendues et ainsi de suite. Et de fait, en réalité, ils vont chercher comment récupérer l'argent, le plus d'argent possible. Et je peux te dire OK. que les associations de droit de la consommation et compagnie, ils sont là, ils donnent les informations et il y a plus en plus de gens qui vont aller chercher. Alors, ils vont peut-être pas avoir l'information de la majoration, mais ils vont avoir l'information que c'est 30 jours. Et puis maintenant, de toute façon, bah, comme tu dis, c'est que maintenant, il y a tellement de possibilités d'accéder aussi à l'information que même pour l'artisan, pour avoir ces informations pour lui, en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire d'activité, il peut se renseigner auprès de pas mal de personnes aussi pour les avoir déjà bien validés avant tout problème, quoi.
T'es pas obligé d'arriver à la situation d'être en litige pour découvrir cette clause, quoi. Ben non, mais c'est un besoin de formation en réalité derrière qu'il y a et d'information, aller chercher l'information concernant ça et pas forcément l'attendre, en tout cas s'attendre à la recevoir parce qu'on est inscrit à la FFB ou à je ne sais trop quel autre syndicat professionnel. Les informations, elles ne tombent Mhm. pas tout cru dans le bec. Hein. Faut être réaliste sur le sujet, surtout que c'est spécifique, droit de la consommation, ben c'est pour les artisans qui travaillent avec des particuliers. Tout le monde ne travaille pas avec des Ouais, particuliers, quoi. c'est clair. Ouais, parce que quand tu travailles plus justement sur du B2B, quand t'es pas avec du particulier, tu vas arriver sur d'autres éléments juridiques qui sont peut-être plus encadrés et plus faciles aussi d'accès pour tout le monde, quoi. Parce que du coup, il y a des juristes, parce que du coup, il y a des personnes dans l'entreprise qui sont plus dans ce côté-là, qui vont être liées à ces éléments-là, donc qui auront connaissance aussi. Puis c'est différent, quoi, en fait. C'est pas les règles ne sont pas exactement les mêmes, même pas du tout, parce que Mm. tout ce qui est droit de la consommation, ça s'applique pas. Ouais. Voilà, et ça reste plus libre en matière de définition des conditions d'intervention et compagnie. Donc c'est deux mondes différents, hein, de travailler en B2B ou de travailler en B2C, clairement, c'est deux univers totalement différents. Mm. Mais avec toutes ces complexités aussi et toutes ces choses à connaître pour chacun des deux types d'activités, quoi. Oui, Les mêmes, euh, les mêmes risques que tu as envers un client particulier, tu peux les retrouver de manière plus nuancée ou différente pour un client en professionnel. oui. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est des éléments qui sont peu connus pour les artisans, mais pourquoi, à ton avis, il y a cette méconnaissance de ces éléments juridiques qui peuvent être vraiment rédhibitoires, tu vois, pour une activité, qui peuvent être ultra impactants? Comment ça se fait que en amont, l'information circule pas et pas envoyée aux personnes qui créent leur activité? Tu vois, par exemple, ça pourrait être dans le package de documents que tu reçois quand tu crées ton activité, les éléments à savoir ou autre, quoi. Je pense que potentiellement, déjà, les artisans, la plupart du temps, il faut se rendre compte que c'est des formations courtes et qui sont vraiment axées sur le métier, uniquement sur le Ouais, métier et pas autre chose. Hein. Puis, ouais, mais bien même, sûr. si on est réaliste, même un avocat en tant que tel, sa formation, elle est faite sur le droit, elle n'est pas faite sur la gestion d'une entreprise. Tu vois, Ouais. donc c'est Oui, pas, c'est pas le ce cœur que de je veux dire, métier, c'est quoi. que c'est pas spécifique à ce métier-là. Le problème Ouais, ouais. de ce métier-là, c'est que en fait, derrière, la plupart du temps, les gens qui s'installent sont des personnes qui sont quand même relativement jeunes et suivant par qui elles ont été formées, en fait, elles vont pas forcément avoir le réflexe de l'aspect juridique, de l'administratif et compagnie. Parce Mm, que, parce qu'il faut être réaliste. Avant, un artisan, voilà, tu passais un coup de fil, tu demandais une intervention, il venait, il te faisait un devis et tu te suffisais. Leur devis, il les faisait encore récemment sur des papiers, tu sais, avec le calque. ouais. Là, tu viens, tu fais Ouais, ton ouais, bien calepin, sûr, tu ouais. fais ton devis. C'était pas aussi normé. Enfin, l'univers était différent. Faut être Ouais. réaliste. L'environnement Oui, c'est était clair. différent. Et aujourd'hui, on met de plus en plus de normes dans tout. Et malheureusement, mais d'ailleurs, on le voit, il y a des gens, moi j'ai des gens qui viennent me voir, là maintenant, ça fait 20 ans qu'ils exercent, et d'un seul coup, ils se disent, non, mais en fait, il va falloir que je me donne de conditions générales de vente. Ils ont quand même travaillé pendant 20 ans Ouais, avant sans. Ce qui veut dire que ouais. potentiellement, ils n'ont pas du tout respecté tout le droit de la consommation pendant 20 ans. Ça fait l'évolution des choses et ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des artisans qui potentiellement ne sont pas informés, effectivement, et on va plus les informer à la limite sur tout ce qui est, comment dire, lié aux garanties décennales, biennales et Ouais. ainsi de suite. Ça, ils savent que ça existe. Mm, Ils mm, savent à mm, peu près, je pense qu'ils sont à peu près formés sur dans quel cas ils sont concernés et ainsi de suite. ouais. Mais ça va pas plus loin, en fait. Ils vont Oui, pas c'est voir plus vraiment loin. sur les. Ils sont vraiment. On va dire qu'ils sont vraiment sensibilisés sur les éléments juridiques qui sont liés à l'activité propre de l'artisan, le métier pour lequel ils ont été formés, plutôt que sur les parties administratives d'entreprise, quoi. Exactement. Et donc, du coup, tu t'as abordé un point aussi que je voulais aborder, c'était les CGV. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez. Qui peut, quand on est particulier, se dire. Bon, c'est encore 3-4 pages, personne les lit au final les CGV, mais quand tu es artisan et que tu pas tes CGV, quand tu vends une prestation, c'est quand même prendre un risque assez énorme, du coup. Mais oui,
Totalement, c'est prendre un risque. Si t'as pas de CGV, tu prends un risque et potentiellement, même en ayant des CGV, tu peux prendre un risque Mm. si tu Si les tu fais les as mal pas, établis. si tu fais pas Mm, vérifier par quelqu'un qui est compétent sur le domaine, parce que moi j'en ai vu des particuliers, des artisans, ils ont fait eux-mêmes leur CGV. Comment ils ont fait? Bah, comme beaucoup, ils ont été regarder ce que faisait le voisin et ils ont fait des copier-coller de bouts de CGV qu'ils trouvaient. ouais. Et en fait, ils ont des trucs, ouais, moi j'en ai vu, enfin, ils avaient des CGV, oui, mais c'était des CGV qui respectaient absolument pas le droit de la consommation, parce qu'en fait, enfin, je suppose qu'ils avaient été copiés sur des professionnels, des conditions générales de vente applicables entre professionnels. Ah oui. Mm, C'était mm. absolument pas adapté. Ouais. Ouais, c'est Donc, clair. Mais c'est un vrai problème. Et à côté de ça, bah, si tu as des CGV qui sont bien construites, potentiellement, tu diras que ça va pas, comment dire, tu verras pas forcément parce que les gens, si elles sont effectivement bien construites, ben, ne vont pas forcément faire de réclamation parce qu'ils vont ouais. voir dans quelles conditions tu es intervenu et compagnie, donc ils Mm, vont pas mm, chercher mm, la mm. petite bête. Et à côté de ça, bah, il y en aura certainement pour qui il y aura quand même du contentieux, parce qu'il y aura d'autres choses à côté qui font que les personnes pensent que c'est jouable. Mais il faut être honnête, ça limite, quand on a des bonnes conditions générales de vente, ça limite certains recours. Mm, Parce mm. qu'on Ouais, c'est cadre clair. Bah, c'était un peu. comment, dans quelles conditions on intervient. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, on parle vraiment, on aborde le sujet dans sa globalité, mais avoir un bagage et un bagage juridique derrière soi, derrière son entreprise, quelque chose de bien cadré, ça quand même, ça facilite la vie de l'entrepreneur, puisque du coup, tu agis, tu mènes ton activité avec un filet de sécurité quand même qui est pas négligeable, parce que du coup, peu importe ce que tu vas faire problème parce que le chantier il peut y avoir n'importe quoi, tu vois, sur un chantier il peut se passer n'importe quoi, au moins tu es armé derrière sur moi j'ai fait mon métier et après bah, ça concerne les droits de la consommation, ça concerne les droits d'application, les droits appliqués à mon activité, mais moi dans tous les cas c'est mentionné noir sur blanc quoi, et du coup après tu te reportes juste aux lignes et puis terminé quoi, il y a pas de ça va pas plus loin. C'est exactement ça. Et c'est important, pour moi, c'est important de les avoir. Alors, je vais aller plus loin, un peu plus loin. C'est important de faire la démarche de comment dire, de consulter un avocat ou un juriste pour ces Ouais, conditions générales de vente pour être sûr pour savoir à quel droit on est soumis. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, j'ai des cas où on se rend compte qu'il y a des pratiques. Voilà, l'artisan a une pratique, on va dire ça comme ça, a mis en place une pratique, une relation client particulière. Et donc, ouais, il va peut-être avoir des conditions générales de vente, mais en fait, il appliquera peut-être pas le bon droit. ouais, Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, tu vois, on distingue au niveau du droit de la consommation, on distingue grosso modo quatre hypothèses. De la vente directe, de ouais, la vente à distance, de la vente hors établissement ou dit à domicile, et de la vente sur foire et salon. Et ok, ben, dans ces quatre hypothèses-là, on n'est pas soumis exactement aux mêmes règles, en fait. Et c'est important parce que potentiellement, un artisan, il a tendance à se considérer parfois comme étant dans de la vente à domicile, parce qu'il s'est déplacé au domicile, mais la ouais. plupart du temps, en fait, il n'est pas dans de la vente à domicile, il est dans de la vente directe. Et C'est puis par pas... exemple, s'il le fait, et si par exemple il participe à un salon et qu'il signe une prestation sur le salon, ça rentre dans le l'autre, Ça rentre dans la ça catégorie rentre foire en et vente salon. sur. Ok, Et c'est ouais, particulier parce que là, notamment, les conséquences, elles sont majoritairement sur le droit de rétractation, tu vois, parce que ok, quand tu es dans la vente directe, il n'y a pas de droit de rétractation, jamais. Alors que tu as un droit de rétractation quand tu es en vente à distance ou quand tu es en vente hors établissement, donc à domicile. Et à côté de ça, sur les foires et salons, il n'y a pas de droit de rétractation, ok? Mais ok, quelle différence il va y avoir à faire? Quand tu es sur une foire et salon, tu n'as peut-être pas de droit de rétractation, mais tu dois informer ton client qu'il n'a pas de droit de rétractation. Ce qui n'est pas le cas quand tu es dans de la vente directe. ouais, Dans de ouais, la vente directe, il n'y en a pas, mais tu n'as pas à lui dire. ouais, Tu c'est vois, clair. c'est des trucs Il y a bidons. quand même, ouais, il Mais y a des trucs complexes. Il y a des petites nuances qui viennent s'ajouter. C'est là aussi que tu peux comprendre
pourquoi bah, il y a peut-être un manque de connaissances et un manque de savoir sur ces sujets-là, parce que techniquement, tu vois, comme on disait, c'est que tu choisis le métier de maçon, plombier, électricien, enfin, tu choisis ton corps de métier, ton corps d'état du bâtiment pour faire du chantier. Tu te dis pas que en créant ton activité ou en étant à ce moment-là de ton activité d'artisan, tu vas avoir à peut-être un jour faire face à ce genre de sujet, tu vois. Mais en même temps, c'est pour ça que l'accompagnement est nécessaire. C'est des sujets comme pour la partie financière, comme pour la partie fiscale ou juridique, où il faut se faire accompagner parce que bah, les connaissances nous tombent pas comme ça tout cuit, donc faut aller voir les gens qui savent aussi se débrouiller sur ces sujets-là, c'est clair. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des Mais là, tu vois, subtilités, mais ça doit faire des nœuds, ça doit faire des nœuds au cerveau, tu vois. Même moi, là, je me dis, alors donc du coup, t'imagines, enfin, je vois notre discussion, je la vois un peu comme un arbre un peu pondéré, tu sais, avec les différentes branches qui s'ouvrent. Et là, bon, on a un bel arbre déjà. On a un bel arbre et on a abordé que même pas 2-3% de ce que va avoir un artisan à aborder dans sa vie. Mais c'est important aussi de sensibiliser, je pense, à ces sujets-là, tu vois, d'aborder de manière plus vulgariser la chose, parce que, tu vois, des CGV, je suis quasiment sûr que les trois quarts des artisans savent que ça existe, mais est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir les bonnes? Est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir fait la démarche pour avoir les bonnes? Est-ce que des fois, ils ont fait des prestations avec d'autres entreprises où, tu vois, ils vont peut-être être plus attentifs au CGV? Enfin, c'est des trucs un peu abstraits, mais je pense que ça permet de mettre aussi en perspective ces sujets-là qui sont un peu sous-estimés et qui peuvent avoir un impact assez considérable quand même. c'est ça, ça sert à ça, les conditions générales de vente, à essayer d'améliorer la vie de l'artisan. Et puis ça participe au fait de s'assurer d'être payé derrière aussi, hein. Donc il y a Ouais. un aspect financier. Ouais, parce que ce que je disais, hein, enfin, ce que je te posais comme question, c'est que c'était quoi les risques concrètement? Bah, les risques de ne pas maîtriser ces éléments, c'est de pourquoi pas démarrer une prestation, avoir un litige, et même sur le peu que tu as fait de ta prestation, avoir 0 € en fait, avoir engagé des frais, engagé pas mal de temps, et puis récupérer 0, voire même devoir rembourser, tu vois. C'est ça, c'est d'une 0 €, mais pire que ça, avoir à débourser plus que ce qu'on t'a donné au départ. Donc, Ouais, ouais, ouais. il y a des vrais risques sur le sujet, et c'est vrai que c'est difficile de chiffrer parce que ça va dépendre, c'est aléatoire, tu vois. Un contrôle de la DGCCRF, tout le monde n'en a pas, hein. Il y a des artisans, ils ont fait toute leur Ouais. vie, toute leur carrière, et puis ils n'en ont jamais eu. Mm, Mais mm. ça, potentiellement, j'ai envie de te dire, c'était avant. Aujourd'hui, ça va être de moins en moins vrai Ouais. compte tenu des priorités de la DGCCRF. Mais voilà, comme on peut se dire que ben, l'artisan ne va jamais avoir, comment dire, avoir de litige. Mais ça dépend de la personnalité Bien de sûr. l'artisan, ça dépend de la qualité du travail qu'il fournit. Et puis Ouais. aussi, ça dépend de ses conditions générales de vente. Parce que bah, s'il a bien tout cadré, et qu'il Personne applique n'osera bien aller. ses conditions générales de Mm, vente aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y en oui, a qui ont des conditions générales de vente, mais ils les appliquent pas. oui. Donc, ça, c'est Et voilà, c'est encore un ça, autre sujet. c'est un autre sujet, ouais. En effet, je pense que là, on arrive vraiment au bout de l'arbre, là, quand tu as vraiment tout mis les branches et que finalement, en fait, pourquoi pas Pourquoi quand pas on a en fait faire ça, qu'à mais ma en tête, effet. parce que Ouais. aujourd'hui, je suis pas, voilà. Mm, Mais mm. donc voilà, mais c'est vrai que c'est, c'est un outil de défense. Voilà. Mm, mm. Et puis, bah, ça coûte pas si cher que ça de prendre une consultation pour savoir, voilà, est-ce que je suis dans les clous, est-ce que je suis pas dans les clous. Euh, Ouais. Non, mais et au-delà du coût d'une consultation, désolé, je te coupe un peu, ça, mais au-delà d'une coût d'une consultation, c'est juste, là, faut visualiser le coût avantage de la ouais, chose. C'est-à-dire que tu vas dépenser peut-être sur le coup, tu vas penser que c'est cher, mais vois plus loin que le court terme et dis-toi que le jour où même si peut-être, comme tu dis, il peut ne rien arriver, mais le jour où il t'arrive quelque chose, au moins, tu sais, c'est un peu comme les assurances, t'as toujours l'impression de payer trop cher. Et au final, le jour où tu en as besoin, bah, eh tu es oui, bien content d'avoir eu ce sujet-là, quoi. c'est exactement le même principe. T'as tout compris. Mm, mm. Et en plus, tu vois, tu disais que
les priorités là, de la brigade de répression des fraudes sur les droits à la consommation a changé, mais c'est aussi lié à des éléments comme là, tu vas sur le bâtiment, à la construction, il y a beaucoup d'éléments liés à la rénovation énergétique, donc pas mal aussi de qualifications, pas mal d'aides aussi qui sont déployées. Donc forcément, le curseur de surveillance, il est mis là-dessus parce que c'est la porte ouverte aussi à pas mal de dérives. Souvent, c'est le cas, hein, malheureusement, mais c'est là où ils vont faire aussi plus attention au secteur du bâtiment actuellement que d'autres secteurs d'activité professionnelle, quoi. Exactement. C'est totalement ça. Et donc, du coup, si on va dans la partie j'ai écouté cet épisode, j'ai pris les infos, vers qui on doit se tourner si on veut prendre connaissance à la fois de tous ces éléments dans le détail, hein, parce que là, on les survole un peu, mais c'est juste pour sensibiliser aussi à ces études, mais avec qui on se rapproche pour faire ces CGV, pour être sûr qu'on est bien dans les clous au niveau des droits de la consommation. C'est qui les interlocuteurs, les différents interlocuteurs vers qui tu peux aller? Alors déjà, il y a moi, voilà. Bien Mais évidemment. après, de manière générale, il y a un avocat, c'est vraiment la personne qui va être la plus adaptée pour répondre à ces sujets-là. Parce qu'il y a des avocats qui vont être effectivement, qui vont avoir pour domaine d'intervention le droit de la consommation, le droit de la construction et compagnie. Et c'est eux qui vont être le plus à même à faire ce travail-là. Après, après, je suppose que suivant la taille de la délégation de la FFB ou de la... J'ai oublié le nom du deuxième syndicat, mais C'est la CAPEB. voilà, Je merci. les cite parce qu'après, on T'as met tout raison. le Non, monde. mais c'est eux, je cherchais, j'avais le C, mais pas Ah le oui. reste. Donc la CAPEB, voilà, en interne, ils ont des services Oui, juridiques. exactement. Alors après, mais voilà, ça dépend de la taille de la CAPEB ou de la FFB, de la délégation locale. Et ils n'ont pas forcément un juriste qui va être assez qualifié, en tout cas, pour répondre à ce problème-là. Ils ont souvent des juristes qui vont être qualifiés en droit de la construction et Ouais. droit social, mais pas forcément sur tout ce qui est droit de la consommation et compagnie. Ok, mais ils peuvent apporter quand même un regard de conseil comme tout Ouais, organisme professionnel vers qui tu peux te rapprocher, ouais, en c'est effet. ça. Et puis après, voilà, les avocats, du coup, avocats spécialisés ou qui interviennent en droit de la consommation, ou même un avocat général peut aussi t'apporter au moins les bases de ces sujets-là. En tant que tel, il est censé pouvoir le faire. Voilà. Oui. Mais moi, j'ai tendance à dire que si tu es trop généraliste, tu peux pas tout maîtriser non plus. Oui. Et avoir tout voir, c'est pas forcément. Bon, c'est pas forcément évident. Je dis pas qu'il pourra pas le faire, je dis juste que ça sera Non. plus compliqué Ouais. pour lui, en tout cas, à faire. Ouais. Autant, comme quand tu as besoin d'aller voir un spécialiste dans n'importe quel autre domaine, autant aller voir le domaine que tu recherches, principalement s'il est bien établi plutôt qu'aller chez le généraliste, en effet. C'est C'est clair. ça. Ok, très cool. Mais en tout cas, c'était assez intéressant et surtout assez. Bah, ça mettait un peu de lumière sur un sujet qu'on a tendance à mettre un peu trop sous le tapis quand même, parce que qui peut avoir des impacts, comme on a pu les déployer, des impacts financiers, des impacts aussi mentaux sur comment on dit, la charge mentale du dirigeant. Tu vois, à partir du moment où tu as un litige, déjà, ça te rajoute quand même pas mal de charge mentale. Mais en plus, si tu as cet aspect-là, plus le fait que tu n'es pas trop réglo derrière, enfin, où tu n'es pas sûr d'être complètement béton sur tes conditions générales de vente ou sur tes aspects juridiques, ça risque d'avoir des impacts à différentes échelles. Donc, ne pas sous-estimer ça et puis aller se renseigner au maximum auprès des gens concernés là-dessus. On va arriver du coup sur la fin de cet épisode. Sabine, il va me rester une dernière question pour toi et qui va nous amener vers d'autres belles personnes, j'imagine, puisque je conclue chaque épisode par une recommandation de mon invité. Et toi, tu vas pas y échapper, puisque si tu avais une personne que tu aimerais voir venir réveiller le BTP ici, qui ça serait et pourquoi tu penses qu'elle a le profil pour réveiller le BTP, cette personne? Ah, écoute, ça m'a demandé beaucoup de réflexion, cette question. Ok, Et j'ai fini par me dire que j'allais te recommander Pauline Thibout. C'est une ancienne ok, huissière qui s'est mise à faire du recouvrement de factures, en fait. Grosso modo, ça revient ok. à ça. Et je pense que c'est un sujet qui est très intéressant parce que malgré tout, tous les artisans et même les entreprises du BTP de manière générale rencontrent des difficultés pour récupérer leurs factures.
Ouais. recouvrer leurs factures. Donc, je pense qu'elle pourrait apporter un point de vue qui sera intéressant. Trop bien. Bah, ça fera la bonne suite à un des épisodes que j'ai pu faire récemment sur la partie justement gestion de trésorerie et délai de paiement. Ça sera la brique d'après quand tous ces éléments ont été dépassés et autres. Donc, je te remercie pour cette recommandation et je ne manquerai pas de la contacter pour envisager un épisode ensemble. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ce matin, Sabine, de pouvoir échanger librement sur des sujets qui sont plutôt lointain à ma connaissance et peut-être à la connaissance de pas mal de gens qui aient écouté cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment et que du coup, ça t'a permis d'expliquer un peu aussi ton activité. Merci pour ton accueil, Nicolas. C'était très intéressant et je suis très contente d'avoir pu participer et aider à réveiller le BTP. Et bien justement, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.